Cette semaine, nous partons à l'extrême nord-ouest du département des Vosges. C'est dans un village de près de 30 habitants que nous posons nos caméras. Cléré-la-Côte est situé à la frontière entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle et fait partie de la communauté de communes de l'Ouest vosgien. Non loin, on retrouve les sites historiques de Grand et Domrémy-la-Pucelle. Et justement, nous en parlerons avec Chantal Godard, qui est costumière pour l'association Voix de Jeanne. En fin d'émission, portrait d'un jeune bouilleur de cru. Il y a quelques années, Gabriel Freinet a décidé de reprendre l'activité de distillateur de son grand-père. Mais pour débuter cette émission, dans la famille Freinet, je demande le père. Nous sommes avec vous, Daniel. Vous êtes le maire du village depuis 2003. Être maire d'un village de 30 habitants, un peu moins de 30 habitants, c'est pas commun. C'est quoi au quotidien être maire d'une commune, d'un si petit village? Il faut quelqu'un qui représente la commune, la disponibilité. Je pense que c'est une belle expérience. C'est depuis 2003. Oui, c'est Au vrai. quotidien, on s'appuie sur une équipe municipale. Comment ça Oh oui, fonctionne? complètement. Là, je délègue beaucoup. C'est un petit peu ma fierté, c'est que les conseillers sont toujours présents aux réunions. Quels sont les avantages, quelles sont les difficultés aussi d'une si petite commune? Forcément, pas de service, on est bien d'accord, 30 habitants, des budgets limités, mais ça je pense que c'est dans toutes les communes. Mais pour autant, j'imagine qu'il y a des avantages, tout le monde se connaît. Moi, je regarde toujours que les points positifs. Donc, on est desservi syndicat des eaux, assainissement, c'est 8 communes. Donc, 2 délégués, que je ne fais pas partie, syndicat des eaux. Il y a la Comcom. Et on a la chance d'avoir un département des Vosges qui nous suit au point de vue voirie. Vous avez vu la route de Cléré-la-Côte, 30 habitants, elle a été refaite il y a 2 ans, complètement. Et puis au point de vue budget, on a un petit budget, mais on a de l'argent. Les dotations aux communes, et il y a malheureusement ou positivement, mais il y a les pylônes électriques qui nous rapportent un peu d'argent. Est-ce que c'est un village qui est vieillissant, Cléré-la-Côte? Oui, malheureusement. Mais quand même des jeunes couples qui arrivent? Oui, il y a 2 jeunes couples, et puis il y a beaucoup de maisons secondaires. En dessous de nous, c'est une personne du Vietnam qui vient passer quelques temps à Cléret. Donc des jeunes couples qui s'installent, Oui, des maisons secondaires. oui. Et le bassin d'emploi des personnes, c'est Neufchâteau? Oui, c'est Neufchâteau principalement. Principalement. Ouais. D'accord. Quelles sont aujourd'hui les priorités pour Cléré-la-Côte? Est-ce que, vous disiez que les finances sont saines? Est-ce qu'il y a eu des projets? Est-ce qu'il y a des choses à refaire dans le village? On a réaménagé le lavoir, on a fait l'entretien de notre église, on a une chapelle, on a acheté 2 ruines qu'on a fait raser et on a revendu ça pour des pavillons en construction. Je pense que, je vois toujours le côté positif, hein, donc si on commence à parler du négatif... Ça tombe bien, notre émission s'appelle Ça va chez vous. Est-ce que ça va chez vous alors à Cléré-la-Côte aujourd'hui? on fait aller, oui. On fait aller. Pour que ça Alors, aille, vous nous ouais. disiez tout à l'heure en arrivant qu'il n'y avait plus d'enfants. Il y avait des enfants, mais plus d'école, bien évidemment, à Ouais. Cléré-la-Côte. Pas d'école à Cléré-la-Côte. Ouais. Où vont ces enfants? Où iront ces enfants qui sont peut-être pas encore Marty, scolarisés? on a eu la chance d'avoir un groupement à Martigny-Girbonvaux sur 8 communes. Donc il y a un ramassage scolaire qui Ouais. est fait quand il y a des enfants Oui. dans la commune. Ouais. Alors vous êtes-vous installé ici depuis longtemps? Vous êtes agriculteur dans la Je commune? suis né au village, mon père aussi, donc mon grand-père est natif de Normandie. Pour la suite, vous ne poursuivrez pas en tant que maire? Non, mais j'ai fait 21 ans de maire, donc il y a un moment où il faut dire stop, quoi. Vous avez fait votre part. Oui, Donc là, pour l'instant, il va falloir que quelqu'un d'autre se présente. La Ouais. parité, c'est une question qui a été évoquée aussi. oui, au début, on a trouvé ça un petit peu dommage, puisqu'il y a des conseillers, des hommes qui seront obligés de laisser leur place, mais hier, on a trouvé une solution. On se penche là-dessus, ça va le faire. Écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Daniel pour votre accueil à Cléré-la-Côte. Nous partons maintenant rencontrer Chantal Godard, qui est costumière et également première adjointe. Elle a commencé à coudre des costumes pour rendre service à son fils. Quelques années plus tard, Chantal Godard en a conçu des centaines pour l'association Voix et Lumière de Jeanne. Chantal, merci de nous accueillir. Nous sommes dans une petite pièce, c'est votre atelier. C'est là où sont fabriqués beaucoup de costumes. On va en parler dans quelques instants. Comment vous êtes tombée dans l'univers du costume, de la création? Est-ce que c'était une passion d'enfance? Est-ce que c'est arrivé petit à petit? Ah non, c'est le hasard, c'est vraiment le hasard. C'est mon fils passionné de Jeanne d'Arc qui a voulu faire il a écrit et joué une pièce de théâtre dans le secteur et sur Nancy avec les étudiants lorrains. Et j'ai commencé à coudre pour éviter de louer des costumes. Voilà, il n'avait pas beaucoup de budget.
Et puis après, il est arrivé Damien. Par hasard, on est tombé dans... Voilà. Donc Damien Fontaine. Hein. Oui. On n'était pas beaucoup à sa réunion du secteur, on était 4. La première année, on a loué. Et puis l'année d'après, je dis c'est pas possible d'aller louer des costumes ou on empruntait. Donc on a cherché des personnes bénévoles qui voulaient bien coudre. Et voilà, c'est parti comme ça. Et depuis, de très nombreux costumes ont été fabriqués. Ah oui. Est-ce que vous savez combien vous en avez fabriqué? Je pense qu'on en a à peu près 700. Vous êtes bénévole donc pour l'association Voix et Lumière de Jeanne, donc, avec Damien Fontaine, des spectacles historiques autour de Jeanne d'Arc, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers? Alors je crois que Jeanne d'Arc, vous êtes une des descendantes de Jeanne d'Arc, c'est ça Oui, Chantal. je suis descendante à 19 générations. Vous avez toujours été passionnée, inspirée, ça vous a toujours... voilà, comment... C'est une fois qu'on est dans l'ambiance de Jeanne d'Arc, dans les lieux, dans la basilique, voilà, on vit avec Jeanne d'Arc. Donc cette association, vous êtes depuis le début, c'est vous qui avez participé à sa création, Oui. Voix et Lumière de Jeanne? Oui, il y avait... J'étais vice-présidente à l'époque, mais j'ai toujours gardé mon rôle de costumière. C'est un rôle qui vous tient à cœur. Et puis puis je connais tous les costumes par qui ils ont été faits, par rapport au tissu, voilà. Oui, ça me tient à cœur, mais des fois c'est très compliqué parce que ça demande un travail pendant des mois, faire que ça. Voilà, mais quand on voit le résultat sur scène, c'est vraiment beau. Et les tissus alors? Parce que ça aussi, ça peut être un coût. Comment vous faites pour les tissus? Alors, il y a eu appel aux dons, donc beaucoup de dons de tissus, des gens qui s'en servaient plus, qui débarrassaient leur maison, des usines qui nous ont donné beaucoup de tissus, des gens qui ont décroché leurs doubles rideaux pour les changer. Voilà, beaucoup de gros tissus au début. Voilà, que des dons. Alors, vous étiez combien de costumières au début dans l'association? On était au moins 12 ou 15. Il y en a qui ne savaient pas coudre, elles savaient juste faire une jupe parce que c'est des coutures droites. Et ben, elles ont fait que des jupes. Celles qui savaient mieux coudre faisaient des robes. Et puis, voilà, fallait faire Chacun par faisait à la rapport, hauteur de ses voilà. compétences. Et Ben aujourd'hui, oui. vous êtes encore 12? Ah non, il n'y a plus 12 personnes. C'est dommage, hein, parce que j'aimerais bien retrouver des couturières. Là, on en a récupéré sur Nancy, de très bonnes couturières qui nous ont fait des costumes de marquis, de marquises. Et puis il y a des retoucheuses sur Nancy, mais ici, voilà, je pense qu'on a tiré sur la corde et qu'à l'heure-ci, on n'a plus c'est trop. dur à trouver. Avis aux amatrices, aux amateurs, c'est On serait très contents, et même aux dons de tissu, parce qu'il faut toujours, bien sûr, oui. Puis j'imagine qu'au-delà de la couture, c'est une aventure aussi humaine, c'est de l'échange, c'est du partage. C'est du bonheur, c'est de l'amitié, c'est des amis depuis... voilà, c'est ça qui lie, hein. Il y a des amis qui viennent m'aider, et puis j'ai des amis depuis les premiers jours, et ça me... On sent que vous êtes très ému. Ah oui. Il y a un autre spectacle en préparation. Vous avez d'ailleurs réalisé très dernièrement une des capes qui a permis de réaliser le teaser, qu'on découvrira certainement très bientôt. Ce prochain spectacle, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'est le Crépuscule des Pierres à Neufchâteau, mais c'est pas une histoire de Jeanne d'Arc. C'est l'histoire de Neufchâteau, et puis la fin ne sera jamais la même, et chaque spectateur aura un boîtier et il va... Ce sera une fin interactive. Voilà. Et actuellement, on en est à la recherche des bénévoles, des figurants, c'est ça? Oui, on recherche des bénévoles, même pour le placement de voitures, des figurants, pour les entrées, pour jouer sur scène. Là, pour l'instant, on recherche les bénévoles et figurants jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, début janvier, les répétitions. Et pour un spectacle courant février-mars, quelque chose comme ça? Oui, il y a encore du travail. Hein. Début d'année va être très dur. Écoutez, on suivra ça. Bon courage en attendant. Merci beaucoup Chantal de nous avoir partagé un petit bout de cette histoire. Nous partons maintenant à la rencontre de Gabriel Freinet, qui est distillateur. Passionné, Gabriel Freinet a décidé de reprendre l'activité de son grand-père, celle de bouilleur de cru, un métier qui se raréfie mais que le trentenaire s'attache à faire perdurer en conservant toute son authenticité.
Gabriel, merci de nous accueillir dans votre atelier de distillation. Avec plaisir. Alors vous êtes bouilleur de cru, un métier rare qui se raréfie et surtout quand on a 30 ans, 32 ans. Cette vocation, c'est votre grand-père qui vous l'a transmise, c'est ça? J'ai repris l'entreprise en 2019 après que mon grand-père ait distillé pendant à peu près 70 ans à son nom. Il vous a transmis, alors j'imagine que depuis plusieurs années, vous étiez déjà dans Depuis le tout coin. petit, oui, j'avais donc 24 ans quand j'ai repris la distillation à mon nom. Et ça faisait une dizaine d'années que je tournais avec lui. C'était toujours lui le patron, mais c'était moi qui faisais le petit boulot, quoi. Voilà, il vous a tout transmis, c'est lui qui vous a tout appris finalement. Toute la théorie vient de lui. Moi, je n'ai absolument rien inventé, hein. Les machines, celle-ci, c'est de lui qui l'a achetée en 1970. Celle-là, c'est moi qui l'ai rachetée donc après pour me développer, mais je n'ai aucun mérite sur le savoir-faire de la distillation. Alors vous perpétuez un savoir-faire traditionnel. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de distiller? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de distiller? Eh ben, je pense que premièrement, c'est déjà l'héritage familial. Donc, je suis la 4e génération. Ça me tenait à cœur de vraiment reprendre le flambeau et de perpétuer vraiment la distillation à Claret. Et puis ensuite, le contact humain. Donc, on a la chance d'être dans un petit village. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent se réchauffer, qui viennent boire une petite goutte, des choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'attire aussi, le contact humain. C'est là, parce qu'au-delà de la distillation, finalement, c'est vraiment un moment d'échange, de partage. Complètement, oui. Du matin au soir, il est très rare que je sois tout seul plus d'une heure dans la journée. Il y a toujours du monde. C'est pas votre activité principale, hein, vous faites ça à côté. Oui, oui. finalement. Alors moi, je suis conseiller en élevage du lundi au jeudi et donc je distille principalement les week-ends. Donc Alors, d'une période ouais. qui oscille entre le mois de novembre et le mois de mars généralement. Comment ça se passe finalement quand on vient avec nos fruits? Alors vous m'appelez une semaine avant de distiller, on prend rendez-vous, donc comme ça moi je peux envoyer le prévisionnel aux douanes. Ensuite donc on se fixe une horaire, vous venez avec vos fruits et on charge directement dans la marmite. Et après, ça chauffe, c'est ça? Voilà, donc là ça chauffe, il faut 2-3 heures de chauffe pour pouvoir commencer à distiller. Ensuite donc le processus de distillation, donc c'est une cuisson dans la grosse machine qui va durer entre 2 et 3 heures. Et ensuite un raffin avec la petite machine qui va durer à peu près moitié moins de temps. Donc il faut compter pour 100 litres de fruits entre 4 et 6 heures de distillation. Et après, l'alcool sort à combien? Alors l'alcool que vous avez dans la grosse machine, donc qui provient des fruits, va sortir en moyenne à 35 degrés, ce qu'on appelle la petite eau. Et ensuite, donc, on va les remettre dans la petite machine et là, on va obtenir de l'alcool pur, donc à 60-65 degrés. Qu'on remettra avec de l'eau pour ensuite donc, la régler à 48 degrés. Ça, c'est voilà, les grandes étapes. Ouais. Il y a beaucoup de rigueur, de précision, j'imagine, parce qu'en plus, vous me disiez que vous étiez au feu de bois. Oui. Et donc, il faut vraiment être très précis. Oui, ça c'est un peu la partie historique. Mon grand-père distillait au feu de bois. Donc il y a deux raisons. Il y a la partie économique qui fait qu'au feu de bois, on consomme quand même beaucoup moins d'énergie qu'au gaz. Ça nous coûte aussi à nous beaucoup moins cher. Et puis la partie tradition où mon grand-père distillait au feu de bois et moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de passer à une autre forme d'énergie. L'idée, c'est de conserver ce... L'idée ici, c'est vraiment de conserver tout ce qui m'a transmis. Moi, je ne me pose pas de questions et même sur ma façon de faire, c'est vrai que des fois, on pourrait se dire on pourrait innover. Et moi, ce n'est pas du tout mon intérêt. L'objectif, c'est de conserver son savoir-faire et d'essayer de faire de la bonne goutte. Alors, vous parliez de douane tout à l'heure, parce qu'il Oui. faut rappeler que la distillation, c'est encadré, très réglementé. Oui, alors sur le processus de distillation, il faut absolument prendre rendez-vous avec moi une semaine avant si vous voulez venir distiller vos fruits, pour que moi j'envoie le prévisionnel donc aux douanes et qu'ils sachent à n'importe quelle heure de la journée quelle personne je distille. Et après, on peut distiller les quantités qu'on veut en tant que particulier? Alors depuis le 1er janvier 2024, on peut faire plus de 50 litres d'alcool pur par personne gratuitement. Et au-dessus, donc, on est imposé à un coût de 18 € du litre d'alcool pur. Mais c'est dérisoire dans le sens où les personnes qui viennent distiller, ils ne viennent jamais distiller plus de 100-150 litres de fruits par personne. C'est ça, parce que c'est déjà conséquent. Oui, en moyenne, selon les saisons, là on oscille entre 8 et 15% de rendement sur un tonneau de 100 litres. Donc c'est-à-dire que vous amenez 100 litres de fruits, vous pouvez espérer repartir jusqu'à 15 litres de Mirabelle. D'accord. Mirabelle, justement, c'est le fruit principal ici? On fait à peu près 80% de Mirabelle. On va être sur 15% quetch, poire, et puis 5% de fruits typiques des cerises ou du coin, mais ça c'est vraiment dérisoire. L'activité principale ici, c'est vraiment la Mirabelle. Et vous distillez jusqu'à... Enfin, quel est le total que vous pouvez distiller dans l'année? Alors, je ne sais pas si on compte en litres, je ne sais pas comment vous comptez. Alors moi, je compte en nombre de clients. Ok. Comme mon grand-père, l'intérêt, c'est de satisfaire le client, dans le sens où un client satisfait reviendra les années d'après. Après, on aussi, une petite année, on peut faire une centaine de clients, et une grosse année, on peut aller jusqu'à 300 clients. Et on distille toujours autant? Est-ce que ce n'est pas finalement une tradition qui se perd? C'est beaucoup des retraités. Il faut avoir le temps de ramasser ses fruits, les faire fermenter, s'en occuper pour pouvoir les distiller l'hiver. Et ce que je constate, moi, depuis les années où je suis installé, c'est que globalement, les gens qui arrivent en retraite se mettent à la distillation. Donc, globalement, on est sur une stabilité quand même du volume de clients annuel.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Gabriel, pour Merci votre à vous. accueil. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.